quand le chapeauté se fait blesser par le loup. La texture du sang est extrêmement réaliste. Il n'y a jamais ça dans les films pour enfants. Ils ont pris énormément de risques. Après avoir vécu les péripéties avec Shrek, l'âne ou encore avec Kitty dans les alentours de San Ricardo, Poté prend trop la confiance ces derniers temps, en perdant bêtement ses 8 vies, du fait qu'un chat en a 9 apparemment. C'est alors qu'un loup entre dans son bar préféré, qui le met en défi, mais cette fois-ci, il est en position de faiblesse, avec un adversaire qui était à 2 doigts de vraiment le tuer. Il voit toute sa vie défiler, se barre sur son épée, et trouve refuge dans une auberge pour chats, sans savoir que des brigands entrent par effraction dans cette auberge, qui sont à la recherche d'une étoile de vœux, pensant que Poté devait savoir quelque chose, sans savoir qu'il était là. Alors qu'en fait, pour lui, c'est le moment opportun qu'il pourrait retrouver ses 9 vies en faisant un vœu depuis cette étoile. Qu'avez-vous pensé du film ? En règle générale, qui n'a pas aimé le film déjà ? Est-ce qu'on est tous unanimes sur que le film a été bien ? Oui. Oui. En ayant vu le premier dans la journée, je suis surpris que ce film-là est moins profond que le premier. Oula, moins profond ? Scénaristiquement, ouais. Je suis pas certain. Non, le scénario, c'est n'importe quoi. Avec l'œuf. Mais oui, ça n'a pas de sens. C'est pas complètement dans tous les sens. Bah après, je pensais plutôt niveau profondeur de scénario à propos de l'œuf, qui m'a un peu marqué, ouais. Non, au contraire, je trouve que le 2 est beaucoup plus profond et beaucoup plus clair. Ouais, le sujet traité, quand même. Sachant que, bon, beaucoup de personnes l'ont mis en avant, ce qui m'énerve un peu d'ailleurs, mais à la base, c'est vrai que, bon, le chapeauté, c'est quand même une licence qui s'adresse principalement aux enfants. Et au vu du sujet, on peut être surpris, parce qu'il parle quand même de la mort et de la valeur de la vie. Pour vous, est-ce que c'est un chef-d'œuvre ? Non. Non. Ok. Non, pas vraiment. C'est quoi, du coup ? C'est juste un bon film ? C'est un très bon film ? Très bon film. C'est juste un bon film, ouais. Entre très bon et bon pour moi. Bah parce que j'ai regardé un peu qu'est-ce qu'en pensaient les gens, et il s'avère que pour beaucoup de monde, c'est un excellent film, voire un chef-d'œuvre, parce que l'antagoniste est magistral. Oui, j'avais peur que la majorité des gens pensaient que c'était du déjà-vu. C'est plutôt ça. Bah le scénario, c'est pas le scénario le plus profond du monde, quoi. Pas le plus écrit, genre le mieux, parce que c'est juste une aventure un peu, où c'est un peu parfois cuculapraline, mais c'est juste l'antagoniste qui vraiment met le film comme un très bon film, pour moi. C'est quand même un bon film, ça veut pas dire parce que... Mais la qualité visuelle est incroyable, quoi. Genre les dessins et tout, c'est génial. C'est pour ça que c'est aussi un très bon film. Ouais, certaines scènes, ça bascule un peu, dans l'aspect cartoon, comme ce qu'on a vu dans Klaus. Dans certaines scènes d'action. C'est ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je considère que ce film est à la limite du chef-d'œuvre. Vous voyez, c'est sous la limite, donc ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais à quelques éléments près, pour moi, ce film pouvait en être un. Alors pour toi, qu'est-ce qui manque ? En fait, je pense que ce film aurait été un chef-d'œuvre, non seulement si on avait déjà vu le loup dans le 1, si le loup avait été derrière dans un plan, dans le 1, sans qu'on l'entende parler ou quoi, mais juste quand ils disent que le loup a toujours été là, ça aurait été vraiment magistral que les scénaristes l'aient déjà inclus dans le 1 sans le dire à personne sur un plan. Ça aurait été phénoménal. Et d'ailleurs, ça, ils l'ont fait dans le 2. Faut savoir qu'il existe une scène dans le 2 où on voit le loup dans une foule de gens avant même qu'il apparaisse pour la première fois aux yeux du spectateur. Ça, j'ai trouvé fantastique quand je l'ai vu. Ouais, ça j'ai vu. Et s'il y avait eu la même chose dans le 1, ça aurait été magistral. Parce que ça veut dire que c'est un chef-d'œuvre d'écriture, ils avaient pensé à tout des années à l'avance. Ça aurait été du génie. Maintenant, ce n'est pas le cas. On parle de l'œuvre en tant que telle. C'est pour ça que je dis que l'œuvre n'est pas un chef-d'œuvre. Parce que on n'en est pas loin, mais il y a quelques éléments qui manquent. On pourrait aussi critiquer le fait que le loup est trop humain pour moi. Vous voyez, c'est censé être la mort, mais la mort n'est pas humaine. Vous voyez, la mort n'est pas émotionnelle. Or, on voit quand même le loup s'énerver bêtement à certains moments. Non mais dans plein d'histoires, dans plein de contes, normalement la mort est montrée comme quelqu'un qui s'énerve quand tu la triches, c'est ça le principe. Alors, elle s'énerve oui et non, c'est-à-dire que la mort cherche à se faire respecter. Ce qui dans ce film est aussi mis en avant. Mais le fait qu'elle s'énerve au moment où le chapeauté réfléchit et qu'il se bat pour sa vie, donc qu'il a intériorisé certaines valeurs, et que la mort ça la fait chier, elle le dit même oralement, le loup dit que ça l'énerve quand ses plans ne se passent pas comme prévu. Ça par contre c'est une réaction émotionnelle qui n'a aucun sens, puisque au contraire la mort devrait plutôt être satisfaite que le chapeauté prenne conscience de la valeur de la vie. Devrait pas y avoir de... Mais à la fin il était satisfait. Non. Et c'est une leçon de morale, c'est pour enfants. Genre en mode... Il est pas tout à fait satisfait. Tout à la fin, il était. Non, À la fin, il était. Mais il est pas satisfait. Il s'énerve et après il décide de l'épargner parce que manifestement il trouve plus son action légitime. Avant de lui dire, de toute façon on sera amené à se revoir. Le fait qu'il s'énerve est un peu bancal justement parce que c'est contradictoire.
Non, mais Pour moi, c'est plus une leçon de morale pour enfants en mode quelqu'un, un personnage comme le chapeauté qui est de base vraiment prétentieux et tout, qui a un ego de fou, commence à changer comme personne et être personne bien comme on dit dans un film quoi. Une bonne personne, Ouais, tu vois, parce et que- du coup la mort l'épargne. quand tu dis que c'est un truc pour enfants, Bah oui, c'est quand même En- un film pour enfants. Il faut. mais c'est pas du tout un film pour enfants. Il y a des éléments qui trompent pas. Non, mais t'as un sous-texte. Par exemple, la thématique des vœux. S'il choisit entre Kitty ou son ego pour retrouver ses 9 vies, pour se retrouver une sécurité pour lui-même, au détriment de sa copine. Mais beaucoup plus simple. Déjà, le fait qu'il y ait le loup est terrifiant. Et même, vous savez, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand le chapeauté se fait blesser par le loup, la texture du sang est extrêmement réaliste. Il y a jamais ça dans les films pour enfants. Ils ont pris énormément de risques. C'est pour ça que dire que c'est un film pour enfants, celui-là précisément, bah c'est une erreur. C'est quand même du dessin. Donc, Mais alors, C'est quand même une film d'enfant. Hein. tu vois d'un œil adulte. Voilà. Mais mec, c'est vraiment un film qui a un sous-texte d'adulte. Mais c'est un film pour enfants avant. Regarde-le avec Un un film œil pour d'enfant, enfants, mais tu l'as attends. pas l'œil d'enfant, tu l'auras plus. Donc tu ne peux pas comparer. C'est comme la scène où il y a le chien, par exemple, le petit chien, où il est en train de rigoler de la tristesse qu'il a, tu sais, quand il se fait, tu sais, il tombe dans l'eau et on lui met une pierre, tu sais, sur la chaussette et tout, et pour qu'il se noie, en fait. Je pense pas qu'il soit triste. Il est pas triste, c'est exactement ça. Il est joyeux pour en fait montrer à l'enfant quelque chose d'une blague. Mais là, en tant qu'adulte, tu le vois comme un sous-texte, comme quelque chose d'assez grave, tu vois. En fait, le film est parfait dans son sous-texte et dans l'écriture pour enfants. Donc pour moi, le truc de la mort, elle est parfaite en fait. je suis pas persuadé que mais non mais déjà un film pour enfants. La problématique de la mort, il y a pas plus éloigné de la mort qu'un enfant. Donc déjà dire que c'est un film qui s'adresse aux enfants, je suis pas sûr de ça. J'ai jamais vu un méchant vraiment parler de ça, genre vraiment être genre méchant, genre il est juste méchant, genre la mort. Genre là, il parle de la mort, mais ils disent même pas vraiment une réponse. Genre, Mais il n'a pas dit une fois une réponse J'ai rien compris. de la mort, genre comme un méchant normal. Non, c'est la mort. C'est mis en avant dans le film, c'est que c'est même pas une métaphore. Ce personnage, c'est la mort. Dans aucun film d'animation, tu ne vois la mort. À moins que tu puisses m'en citer. Mais à ce que je sache, Ou la faucheuse. mais dans des films d'animation pour enfants, sérieusement. C'est pour ça que je dis que c'est pas un film adressé aux enfants. C'est un film qui est tout public, donc qui peut être visionné par des enfants. Mais déjà dans le fond, c'est pas pour les enfants. Dans la forme, par moments, c'est plus un film d'horreur qu'autre chose. Enfin, c'est un film pour enfants. En quoi c'est un film pour enfants ? non, mais tu abuses quand même. En quoi j'abuse ? Attendez, j'ai déjà donné des exemples concrets. En disant que c'est une film d'horreur, mais c'est quoi ça? Mais non. Mais bien sûr. Non mais... Toi, dès que tu vois de sang, Alors, c'est horrifiant ça. Oh. non mais je vais dire un truc... Tous les films d'action sont des films d'horreur en fait. Je pense que vous avez juste pas réfléchi à ce que je viens de dire. Non, parce que non seulement le sang... J'ai compris, c'est le sujet de mort que tu n'aimes pas, mais moi je pense que t'as le droit de montrer ça aux enfants. Non, donc tu n'as pas compris. Déjà, j'ai pas dit qu'on n'avait pas le droit, j'ai pas dit que j'aimais pas, et ensuite, ce que je vais simplement dire, c'est que ils reprennent factuellement des plans qu'on retrouve que dans les films d'horreur. Point final. Ensuite, le fait qu'il y ait du sang aussi réaliste, ça a été souligné par pas mal de cinéphiles qui expliquaient qu'effectivement, dans les films d'animation, du sang avec cette texture-là, aussi détaillée, ça n'existe pas. Et qu'ils ont pris énormément de risques parce que justement, c'est beaucoup d'enfants vont voir le film, et que du sang comme ça, bah, ça n'apparaît jamais. Enfants qui vraiment être traumatisés par le film, j'ai pas vu ça. Je trouve que le film a vraiment le juste milieu entre les deux. Pourquoi vous parlez de traumatisme ? C'est ce que je dis depuis tout à l'heure, tu le vois dans les adultes. Le problème, c'est que vous extrapolez. C'est-à-dire que j'ai jamais dit que des enfants étaient traumatisés. Tu vois, ça, j'ai jamais dit. C'est des Oui, propos mais, que tu non, mais tu prêtes. parles de trucs horrifiques et tout. C'est-à-dire que là, Bien au sûr. fond, non mais au fond, tu dis comme quoi c'est un truc horrifique et tout, mais en même temps, il y a personne qui a eu peur et tout. Donc ça veut pas. C'est-à-dire Alors- qu'il a trouvé le juste milieu. C'est pas vrai non plus. Il y a personne qui a eu peur. Bah voilà, Bah donc si. il a trouvé le juste milieu. Non, mais il a réussi c'est pas à vrai. convaincre les adultes et convaincre les C'est enfants. c'est pas vrai. Écoute, je t'invite à faire un truc très simple. Tu vas regarder les réactions des gens qui ont fait des vidéos ou des shorts ou qui ont commenté le film et tu vas essayer de me trouver des messages dans lesquels les gens disent que personne n'a eu peur. Parce que manifestement, au contraire, la plupart des posts que tu vas trouver disent que c'est des gens qui ont trouvé le méchant terrifiant ou même les titres, ça va être ce méchant qui nous a traumatisés à vie, même si c'est un peu abusé. Mais dire que personne n'a eu peur, c'est complètement faux. Terrifiant et tout. Mec, tu peux. Ouais, Mais là, bien on va sûr, partir encore Mais plus bien loin. sûr. Mais surtout pour un enfant. C'est pas terrible. Mais par définition, il l'est. Il y a des scènes terrifiantes. Est-ce que c'est la scène
ou lorsqu'il percute ses faucilles avec l'effet d'étincelle qui donne ce côté impressionnant. Moi, il m'a pas horrifié, en fait, ça donnait juste une puissance dominatrice face à la puissance en déclin qu'était Poté du fait qu'il commence à flipper qu'il n'a plus de vie. Et personnellement, quand je disais que selon moi le scénario manquait de profondeur, c'est que tu disais qu'ils ont pris des risques, mais moi je me suis dit, est-ce que la majorité des gens vont percevoir cette prise de risque sur le scénario? Bah, vraisemblablement, oui. À chaque fois, il y a les poils qui s'irrissent et tout, quand même, de chapeauter. Tu sens quand même la pression qu'il a, tu vois. Il a quand même peur de la mort. Donc, si, quand même, c'est bien écrit. C'est pas écrit en mode on te le balance dans la gueule, mais c'est écrit en mode, genre, c'est minutieux, quoi. Genre, c'est bien écrit, quoi. Genre, c'est pas trop écrit, c'est juste bien écrit. Le film a le juste milieu sur quasiment tout. C'est le style des films de DreamWorks, quand même, ils font toujours ça. C'est des films pour tout le monde. Visuellement, ça s'adresse aux enfants. Si tu regardes le film avec en profondeur, ça s'adresse aux adultes. Les histoires fondamentales, avec le sous-texte et tout. Le film Shrek, par exemple, ça aussi. Oui, mais genre, ils essayent de concurrencer Disney qui essaie de faire du féerique à chaque fois, quoi. Et là, chercher un peu l'adulte aussi dans le DreamWorks. Non, Disney cherche le pognon. T'as vu un Disney où il parle vraiment de trucs très adultes? Oui, mais il y en a plein. Mais pas à ce point-là. Mais vous savez que le premier Shrek, c'était vraiment fait pour moquer de Disney. Ouais, mais là même, il essaie quand même d'avoir un sous-texte aussi. Comme dans les Disney où il y en a, c'est encore différent. Même quand t'es gamin, tu peux savoir s'il y a du sous-texte ou pas lorsque tu te questionnes sur des réactions que tu ne comprends pas sur les films. Et ce n'est que 10-15 ans plus tard qu'avec l'expérience de vie, tu comprends enfin le sous-texte. Mais ça prend du temps. C'est bien, c'est un film que tu peux voir pour tout âge, quoi. Enfin, pas forcément celui-là. C'est pour ça que ce n'est pas un film. C'est pas nécessairement un film pour les enfants. C'est ça que moi je mais c'est défends. pour tout le C'est monde. aussi pour C'est enfants. pour tout le monde. Bah aussi pour enfants, de moins en moins. Je sais, c'est un film pour tout le monde, oui et non. Tu vois, un film pour tout le monde. Visuellement, ça s'adresse aux enfants. Il y a une grande partie de l'histoire où c'est une aventure que les enfants ont à plaisir. Mais le scénario, il est écrit pour les adultes, moi je dirais. Il faut avoir une bonne compréhension de la mort et tout ça, des sentiments. Mais on peut défendre exactement le contraire. Le scénario peut être quand même écrit pour enfants. Oui, exactement. Non, il est écrit en même temps, tu vois, c'est écrit d'une manière qu'un enfant va pas comprendre les trucs compliqués, mais il va quand même apprécier tout le reste. Oui, mais on peut défendre exactement le contraire. Hein. On peut aussi dire que le scénario est pour enfants, mais que la forme ne l'est pas. Mais oui, mais c'est pour ça, il est parfait le film pour ça aussi, genre il arrive à faire les deux. Mais toi on dirait que genre c'est soit il est adulte, soit il est pas, je sais pas, genre il arrive à faire les deux. Et même toi là tu le dis en fait. Pas nécessairement. Tu le dis. Bah, je défends toujours la même vision. Intentionnellement, non. Lui-même, il a dit que c'est pour tout le monde. Justement. Mais tout ce que je dis, c'est qu'il y a des parties qui ne sont manifestement pas pour les enfants, et quand dans un film, t'as des parties qui ne sont pas faites pour les enfants, ça contamine le film quelque part, parce que dans un sens, c'est moins gênant que l'autre. Imaginons, c'est un film, c'est un film qui est destiné aux adultes, tu vois, donc je sais pas, un film d'action ou autre, moins de 18 ans, mais qui a des parties plus faciles où il n'y a pas de violence, c'est moins gênant qu'un film pour enfants où t'as des scènes de violence extrême, même si elles durent quelques secondes. C'est pour ça que le film va pas plus loin qu'au point de tuer. C'est pour ça que ça va pas être un film pour adultes. Parce que aussi là tu parles, ouais il s'arrête d'un coup de façon émotionnelle, là ou des trucs comme ça. Ok c'est de la facilité un peu, mais c'est aussi pour intégrer l'enfant, pour pas qu'il y ait une baston, qu'il y en a un qui se tue quoi. C'est aussi Oui, mais on s'en pour avoir rapproche. encore ce côté enfant. Oui, mais on le perd beaucoup ce côté enfant. Je le redis, la fois où le chapeauté se fait toucher et qu'il saigne, tu te rapproches dangereusement de la mort. Le sang c'est quand il se fait rafler. C'est la seule, genre il se fait rafler dans le bar là. Oui. Mais c'est la seule. Ils essayent juste d'avoir un peu de. En fait, si tu n'écris pas ça où il y a un peu de sang, Chapeauté, il aura toujours cet ego en fait. Il a besoin d'être provoqué et d'être attaqué. Non, mais là, t'es dans le scénario, t'es dans le fond. Moi, je parle de la forme. Là. Il est parfait pour ça, parce qu'en même temps, t'arrives à sentir ce que Chapeauté sent à chaque fois qu'il voit la mort. C'est la première fois qu'on le touche, le Chapeauté. C'est impressionnant. Oui, mais c'est ça. Mais c'est pour ça qu'il est parfait. Il va pas aller au point de mourir. Tu te rapproches de plus en plus du film qui n'est pas pour les enfants. Et même, je suis persuadé que Chapeauté 1 aura en termes de pourcentage un plus grand nombre d'enfants que Chapeauté 2. Parce que je pense que j'ai pas vu, personnellement, quand je suis allé dans la salle, il y avait énormément d'adultes. Il y avait très très peu d'enfants, j'en ai même pas vu à vrai dire en fait. Donc, dire que c'est un film pour enfants. Les enfants pour le premier film. Pour Chapeauté 2. Ouais. Pour Chapeauté 2, il y avait très peu d'enfants, alors que Chapeauté 1, le public d'enfants devait être beaucoup plus large parce que ça fait moins peur. Avec l'œuf qui meurt à la fin, Oui, mais c'est un œuf. C'est pas un mammifère, c'est un œuf. vu comment ça a été mis en scène, je suis pas sûr. DreamWorks, ils sont direct installés avec Shrek, et du coup, t'as encore tous ces gens de Shrek qui viennent encore voir leurs films. C'est pour ça que tu vas voir aussi beaucoup d'adultes. T'as des mecs de fans de Shrek qui datent de 20 ans, qui vont voir, qui ont 30 piges.
Ah bah c'est basé sur ce lore-là. C'est encore différent, c'est encore complètement c'est vrai différent. aussi. Mais il faudrait voir, est-ce que effectivement il n'y a pas aussi des enfants qui avaient vu Chapeauté 1 et qui n'iront pas voir Chapeauté 2 ou inversement, justement parce que faudrait voir comment ont réagi les parents. Les jeunes parents, est-ce qu'ils emmèneront voir leur enfant ce film? Je suis pas certain. Bah en fait, je sais pas, s'ils ont pas vu la bande-annonce et tout, je sais pas, c'est compliqué. Je vois pas l'utilité en même temps, mais bon. Ou alors ça s'adressait au public qui ont vu Shrek 1 à casse-balai et qui voient ça 20 ans plus tard. Ouais, c'est un peu ça, je pense aussi. Je me demande s'il y a d'autres licences qui sont aussi fidèles comme ça, à proposer un scénario comme ça au même public que Shrek 1 de 2001, de ce qui est sorti cette année, quoi. La question, au vu de la maîtrise entre la forme et le fond dans un dessin animé, je pense que leur objectif, c'est qu'il y ait le maximum de personnes qui essaient de se poser le plus de questions possible à la fin de la séance, et qui amènent à vos réflexions sur la notion du sang, les plans dignes de films d'horreur, et que ça bascule sur un côté enfantin, il y a un sort d'équilibre à gérer. J'ai déjà une piste par rapport à ce que je disais avant, j'ai fait quelques recherches rapides. Déjà au niveau du PEGI, faut savoir que tandis que le Chapeauté 1 c'était du PEGI 9, là ils ont déjà augmenté d'1 an. Pour le 2, il y a déjà une preuve que c'est plus effrayant parce que maintenant c'est déconseillé aux enfants de 10 ans. Donc ils ont quand même rehaussé un peu la barre. Maintenant il faudrait creuser un peu sur cette piste parce que j'ai pas encore des réactions de parents ou autres. Pareil, je suis en train de chercher la même chose, mais aux États-Unis c'est à partir de 7 ans en plus. Pour Chapeauté 2 ou le 1? Le 2. Ok. Et avant c'était quoi pour le 1? Faut voir la... Mais les normes sont pas pareilles. Oui, exactement, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on parle au même pays. Là j'ai pris pour la France avec exactement le même site qui s'appelle Quel film pour enfants ? Et il s'avère que leur conclusion c'est il vaut mieux attendre 11 ans pour découvrir ce film. Des disclaimers qu'il n'y a pas pour le 1. Donc... Le meilleur source, normalement, moi je dirais c'est l'Allemagne, parce que eux ils sont très stricts sur ça. Par rapport au scénario, par rapport à ce que tu dis visuellement, il y a du son. Par rapport à tout, ils prennent tout en compte. Je vais te lire quelques critères qu'ils prennent en compte. La mise en danger, les malaises, la maltraitance, le visuel effrayant, la moquerie, l'exploitation, enfin, bon ça c'est d'autres trucs, mais en gros ils prennent en compte le visuel et aussi le scénario. Ils prennent les deux. Non bah en fait j'ai vraiment pris le site dédié à ça qui est Quel film pour nos enfants. Et ils te mettent plein de critères et après ils te mettent un conseil, ils te disent le PEGI. Ce que j'ai vu, des conseils au moins de 10 ans, c'est aux États-Unis. Non, mais les États-Unis, ils abusent toujours, par contre. Ça, c'est encore différent. Genre, moins de 16 ans chez eux, c'est à moins de 12 ans chez nous. Ça, c'est encore quelque chose de complètement Je suis pas différent. certain de ça du tout, par contre. Ça, vraiment, je suis... Mec, regarde les films d'horreur. Mec, aux États-Unis, il y en a des moins de 16 et chez nous, c'est en moins de 12. Nous, après, nous, on est un peu laxistes, un peu comme ça. Et du coup, eux, ils sont un peu plus... Bah, ça dépend ce que tu veux dire par chez nous. Peut-être en France, oui. Après, en Europe, je suis... Attends, il y avait des Scream. Tu regardes Scream 5, par exemple, je crois qu'il était moins de 16 là-bas et chez nous, il était moins de 12. Un avis sur Jack Horner, l'autre antagoniste, qui teste tous ses outils. C'est le personnage, je dirais, classique, qui cherche le pouvoir in fine. Bon. Ouais, un peu trop classique, hein. Enfin, qui a perdu toute son âme, bon. C'est un peu dommage, un peu trop classique. En fait, c'est surtout dans ses utilisations des outils qu'il a sous la main qu'il innove un peu. Oh, mais c'est pas énormément écrit. C'est un peu genre, on met ce personnage dedans parce qu'il en faut d'autres. Il faut plein de méchants. Je pensais qu'il était dans le premier opus, mais non. Non, même pas. C'est Bon, pour ça ça qu'il a non, été je- vraiment incrusté assez facilement. Je suis vraiment désolé, mais j'avais bien revenu juste un peu en arrière pour dire que Ouais. en Allemagne, c'est à partir de 6 ans, qui est énorme. Que les Allemands, ils sont très très stricts sur ça. Donc, ils ont clairement dégagé les enfants, en fait. Hein. Non, mais c'est normal que c'est à partir de 6 ans. Bah, c'est normal. Est-ce que Chapeauté 1 était interdit au moins de 6 ans? Ah non, le premier était pour tout le monde, quand même. Voilà. On a compris l'idée, je pense que c'est juste que... Et en même temps, c'est un peu logique, parce que le 1 est moins flippant que le 2. Mais enfin bref, pour Jack Horner, je trouve pas forcément intéressant comme personnage. Au même titre que Boucle d'Or et les ours, bon... Ouais. Non, mais c'est pas intéressant. Y a rien. Non, c'était pas intéressant, mais c'était quand même développé. Sur l'aspect nostalgique, peut-être. Oui, non, mais il y avait des trucs développés. Mais... Après, le truc de l'aventure, je trouve qu'en fait, dans le film, un peu quand on allait du point de vue de Boucle d'Or et tout, je trouve qu'il y avait vraiment beaucoup trop de temps mort. En fait, il y avait vraiment un vrai rythme. Et quand t'allais dans ce genre de truc, il y avait vraiment beaucoup de temps mort et ça détruisait un petit peu le film. Pour moi, quand il y avait Boucle d'Or, quand il y avait leur scène. Même si j'aimais beaucoup comment c'était raconté. Oui, donc c'est pas intéressant. Quand j'ai dit qu'ils étaient pas intéressants... Non, c'est intéressant parce que pour le film aurait pu être encore mieux, je pense, que s'il avait réussi à garder ce rythme. À avoir peut-être plus d'écriture. Mais surtout, plus... enfin, on s'en branle un peu de ces personnages. Parce que je veux dire... Mais le film, on parle en général, on parle en général, hein. Y a pas de, on parle juste de l'autre à moins de 12 ans au lieu de moins de 16 ans, quoi. Mais ça n'a rien à voir. Moi, je te parle des persos. Ah si, Ils depuis, sont- ça fait pas
on est dessus. Non mais là on parle pas de ça. On parle de Jack Horner et de Boucle d'Or, tu me parles, tu reviens en arrière. Et là, tu t'en fous des deux, là. Tu t'en fous. Oui, ils sont pas intéressants, c'est ce que je dis. C'est que ces personnages ne servent pas à grand chose. Enfin, leur seul objectif dans le scénario, c'est de mettre une pression pour pouvoir mettre en scène le fait que le chapeauté est poursuivi. C'est tout. Bah oui, ils le font. Voilà. Forcément. Bah c'est tout. Pour la quête, ils le font, oui, c'est classique. Ah, ça manquait de profondeur sur ça, ouais. Et mais surtout que il s'appelle Jack Horner, c'est ça? Ouais. Même Jack Horner, ils ont essayé de lui créer une histoire, c'est littéralement juste un méchant, vraiment le méchant par excellence, un peu cliché comme ça. C'est-à-dire il est pas très humain, c'est prévisible ce qu'il va faire. Enfin, lui en l'occurrence c'est un méchant pour enfants. C'est limite un faux antagoniste parce qu'il est nul, tu n'as pas peur de lui, il sert pas à grand chose. Vous voyez, c'est un personnage, il serait pas là, ça dérangerait personne. Après, c'est le même flashback où il est jaloux de Pinocchio là qui danse à sa place parce qu'il voulait être célèbre quand il était gamin, comme lorsqu'en l'œuf voit le chapeauté qui devenait trop populaire à son goût à San Ricardo. Dans les deux films, tu retrouves la même mise en avant de l'antagoniste jaloux. C'est vrai, bon c'est un bon point, effectivement. Manque de créativité. Ouais, mais il le faut un peu aussi. C'est pas créatif, mais il faut un Ok, non mais ce personnage était mal écrit. Ah bah voilà, quand même. Il a été Quand classique, trop classique. Oui, voilà, bah oui, mais c'est pareil, exactement, c'était mal écrit. S'il est trop classique, c'est que il se... Je sais, bah non, je pense pas qu'il est mal écrit. C'est pas de la mal écriture, c'est que tu l'as raté. Tu l'as raté le personnage. Genre là, c'est sous-écrit. Genre il manque des trucs, tu vois. C'est pas de la mal. Pour moi, c'est pas de la mal écriture, c'est plutôt du sous-écrit. Après, si tu commences à écrire tous tes personnages, boucle d'or et tout, c'est un peu compliqué quand même. Mais le film, il aurait pu être mieux, ouais. Peut-être plus réfléchi sur les personnages, mais je pense qu'ils sont quand même importants. Parce que il faut forcément des méchants derrière eux, voilà. Ça peut être intéressant si tous les méchants ont une raison pour le faire, le voyage, et qu'à la fin ils trouvent une résolution, ou il y a une raison pour laquelle ils ne trouvent pas, mais pour lui c'était voilà. Ils l'ont tous. Après, Sauf lui. oui, ils ont peut-être pas les meilleurs pour surtout pour Jack Horner, mais en tout cas pour moi les ours et tout, c'était vraiment quand il a failli mourir, ça fait ridicule un peu, mais genre c'était un peu touchant. Ça m'a touché un peu. Attends, quoi? Tu sais, quand il y a la grosse, là le truc, tu sais où il y a le, je sais plus, le bébé là qui est en train de se faire disparaître tout à la fin. Oui, donc à la fin, oui, d'accord, ok. Oui. Et que Boucle d'Or le rattrape et tout là. Dans la paroi. Ouais, voilà. Ça m'a touché un peu parce que c'était, pour moi, c'était. Ça, c'était très bien écrit. Parce que leur histoire, c'était vraiment secondaire, mais depuis le début de la film, tu voyais déjà comment ça se progresse, que voilà, elle est pas contente, elle cache quelque chose. Après, ça. Je suis d'accord avec toi parce que c'est un peu dommage parce que t'as quasiment tous les personnages, on va dire chapeautés et tout, c'est pas mal. Et t'as juste Jack Horner, un peu le personnage un peu moins écrit, quoi. C'est un peu dommage, ça fait un peu. T'as moins. Après, Jack Horner voulait vraiment être le vrai méchant avec la mort. Je pense que Boucle d'Or, il le cherchait pas comme un méchant derrière eux, en fait, plutôt comme des gentils. Je pense qu'ils ont rajouté juste parce qu'il fallait un méchant qui est juste méchant. Comme dans les contes, tu vois, un méchant absolu, comment ça s'appelle, tu vois. Enfin, le groupe des ours évolue à la fin du film parce que ils sont tout le temps baignés dans la nostalgie et ils avancent jamais parce que la fille elle hésite si elle sait pas si elle veut une vraie famille ou pas. Et là, quand elle voit le fils des ours se faire aspirer, là ça y est, enfin ça progresse. Mais que à la fin du film. D'accord, mais tu peux quand même pas mettre Jack Horner et le loup dans la même catégorie, les gars, c'est pas possible ça. Non, non, non. Bah, c'est normal, elle a cherché ça depuis le début. Elle voulait une nouvelle famille. Genre après, oui, voilà, genre c'était pas compliqué. Ou hésitait jusqu'à la fin. Bah, c'est normal. Genre, elle cherchait ça depuis le début. Genre, elle avait que ça en tête. C'est normal. Genre, je sais pas, je comprends pas ce que tu veux dire, en fait. Quand tu vois quelqu'un de ta famille partir, même si c'est pas vraiment ta famille, t'es obligé de la sauver. Genre, ça paraît logique. Genre, c'est pas mal écrit, en fait. Bah, il y avait quand même un plan subtil où elle regardait toujours le papier. Bon, le fils des ours commençait déjà à se faire aspirer, et elle hésitait. Ouais, mais elle va pas forcément tout de suite courir après. C'est normal, c'est logique qu'elle va d'abord regarder le papier. Mais c'est pour faire naître une tension, exactement, voilà. Et qu'est-ce que vous pensez du système, celui qui tient la carte, où t'as tout le paysage qui change? Où c'est un endroit totalement accidenté, ravagé, hyper dangereux lorsque c'est Kitty ou Poté qui tient la feuille, où ça montre un petit peu l'allégorie de leur vie, où c'était tout le temps des épreuves, alors que personne leur a demandé à avoir une vie avec autant d'épreuves. Je suis pas sûr, parce que elle s'adapte surtout à la mentalité, en vrai. Par rapport à Perito, où tout est calme, où tout est joyeux... Si c'était les épreuves, le chien, là, il a vécu des trucs assez sales. Donc si c'était à l'image de ce qu'il a vécu, il aurait pas un paysage magnifique. Là, c'est plus à l'image de la bonté intérieure, si tu veux. Ouais, de sa naïveté. Non mais c'est pas pour ce qu'il voulait, je pense. Aux éditions testées, parce que lui, il voulait rien.
Non, c'est juste ouais, comme il disait, en fait, je pense que c'est juste ce qu'il pense au profond de son cœur, quoi. C'est ça. Et moi, j'ai trouvé ça génial parce que ça montre en fait, en l'espace de juste 30 secondes, tu peux déjà savoir le personnage. T'as pas besoin de plus d'écriture, en fait. Tu vois déjà comment il est le personnage, qui est les méchants, comment il pense, en fait. Et j'ai trouvé ça génial. Mais c'est quand même curieux de voir que c'était un paysage accidenté pour les deux chats. Bah, c'est un peu logique. Leur vie était quand même similaire. Même au-delà de ça, non mais ils ont une mentalité qui est un peu bancale, les deux chats. Enfin, c'est des héros solitaires qui font leur vie comme ça, qui volent des trucs, qui ont pas forcément de morale. Donc c'est logique qu'au moment où ils prennent la carte, le paysage soit dévasté. Bah si, moi j'ai bien aimé. Non mais moi aussi, mais je veux dire, ça c'est pas étrange, justement. C'est pas une carte, comment dire, qui incite à leur montrer le peu de rédemption qu'ils ont fait pour eux-mêmes. Ouais, un peu aussi. Que s'ils veulent leur souhait, bah le parcours sera compliqué. Démerdez-vous, quoi. La carte leur dit ça. Donc ça c'est une question d'interprétation, après ça sera... Ouais, ça j'aime bien, ouais. Dans les interprétations, ça j'aime bien, cette scène précise. J'avais noté des trucs. Ouais, Santa Coloma. Ça en soi on n'était pas au courant, mais donc Santa Coloma c'est plus un détail du film pour introduire une intrigue amoureuse. En vrai, c'est pas nécessairement un point intéressant du film. Tiens, il se draguait plus dans le premier, même sans que Santa Coloma soit cité d'ailleurs. J'ai trouvé ce décalage très étrange aussi. Quoi ? Dans le premier, il se drague plus que dans le 2. Oui, mais après ils se marient, c'est logique. Enfin là, c'est un mariage dans ce film-là. Enfin, ils se sont pas mariés, ils se sont barrés, les deux. Oui, mais ils devaient. Ils allaient se marier. Ouais. Mais voilà, alors qu'est-ce qui n'est pas logique? J'ai pas compris là. Alors, ça n'a pas été fait vu que ils se sont barrés. Oui. Je vois pas où tu veux en venir en fait. Ah oui. Je vois vraiment. Ils ont bien continué tout seuls. Ouais. Il y a bien une discussion où elle savait que de toute façon ils n'iraient pas à Santa Coloma. Bah oui. Oui. Donc ils n'ont pas fait chemin ensemble. Sinon j'avais un truc que j'ai vite fait aborder au début du film et qu'on n'est pas vraiment revenu dessus. On est tous d'accord pour dire que le personnage le plus profond du film, le plus intéressant, c'est l'introduction de la mort, c'est le loup. Bah oui. J'avais émis une critique vis-à-vis de ce personnage parce qu'en soi il est quasiment parfait, on va dire, il remplit à merveille son rôle d'antagoniste. Maintenant, j'avais dit au début de ce podcast que je le trouvais trop humain. Est-ce que pour vous, ce n'est pas potentiellement l'un des principaux problèmes de ce personnage et qui peut remettre en cause un peu la qualité d'écriture? Non. Si c'était un taureau, un cheval, je l'aurais perçu pareil. S'il avait les mêmes lignes de dialogue, je l'aurais perçu pareil. Quel que soit l'animal. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Moi j'allais répondre comme avant, en fait c'est un film pour enfants, du coup pour la fin, ça me paraît logique qu'il le combat pas parce que sinon ça va être un combat à la mort ou des trucs comme ça. Non mais ça veut pas dire ça. Qu'il soit trop humain, ça veut pas nécessairement dire qu'à la fin il le démonte. Bah si, parce que tu veux faire comment alors? Parce que c'est la mort, il doit le tuer. Non. Tu veux faire comment pour le tuer sans qu'il vienne? Déjà, il faut remettre en cause un truc, c'est que on est en train de s'enfermer dans un cadre où la mort peut tuer. Sur le principe, dans un film, j'ai déjà trouvé ça bizarre que dans Le Chapeauté, la mort vienne physiquement pour te tuer. À la base, quand tu meurs, c'est soit par une maladie, soit parce que t'as fait le con ou autre. Mais c'est pas la mort elle-même qui vient te tuer, parce que ça, ce serait un glitch ultime à la vie. Ou du coup, tu peux même pas vivre si la mort, elle décide pour se faire plaisir de venir te tuer. C'est déjà bizarre que le loup qui représente la mort vienne physiquement t'enlever la vie. Ça, c'est déjà bizarre. Ensuite, là, si le loup apparaît dans ce film, c'est pour une seule raison, c'est pour donner des valeurs au chapeauté, pour qu'il se rende compte de ses erreurs. Donc, si vous voulez, à la fin du film, à partir du moment où la mort se rend compte que le chapeauté a compris la valeur d'une seule vie, elle aurait pu simplement disparaître en disant « de toute façon, on se reverra ». Ça aurait suffi. Il n'y avait pas besoin de mettre la scène où la mort dit « oh merde, ça a contrecarré mes plans ». Ou... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Là, je suis d'accord. Mais je sais pas, il a voulu écrire ça, voilà, je pense que... En fait, il voulait peut-être pas couper ça directement. Il a dû chercher une ligne de dialogue, mais je suis plutôt d'accord avec toi sur ce coup-là. Mais il y a encore plus dérangeant pour moi, c'est le fait que durant ce film, beaucoup de monde, de ce que j'ai vu dans la réaction, trouve que ouais, de toute façon, c'était sûr, le chapeauté ne peut pas battre la mort, soit il était condamné, soit il devait se repentir. Bah, je suis pas d'accord avec ça dans la mesure où moi, j'ai vraiment eu l'impression que le chapeauté pouvait totalement battre la mort. C'est-à-dire que dans le combat final, c'est quand même le chapeauté qui a l'avantage, c'est quand même le chapeauté qui finalement redonne la faucille à la mort qui est désarmée, c'est quand même le chapeauté qui coupe en deux l'arme de la mort. Enfin, on a l'impression que le chapeauté était en capacité de juste tuer la mort elle-même, ce qui aurait été problématique. Ça passe cool. C'est vrai, parce que dans le premier combat, il se fait complètement dominer, ce qui est logique parce que c'est la mort. Mais dans le deuxième, ouais, il doit pas dominer en fait.
Mais c'est ça. Après, je pense qu'il voulait montrer la puissance, mais là, il a trop montré, je pense. La puissance de Chapoté, comme quoi il est trop fort. Mais là, je pense qu'il l'a trop surestimé, je pense. En fait, il a réussi à écrire tous ces personnages quasiment... Bon, ceux-là, les personnages, les bons personnages, comme on a dit, la mort et tout et tout. Comme quoi, en fait, il n'arrive pas à avoir ce truc en mode... En fait, il est trop encore dans le classique. Il essaie pas d'être... Parfois, il prend... On dirait que parfois, il prend pas... Le réalisateur ne prend pas de recul sur son scénario. Parfois, on dirait, tu vois. Il sait ce qu'il veut faire, mais il ne prend pas de recul et voir qu'en fait, le Chapoté ne peut pas battre la mort. Oui, bon, en fait, je lui dis ce que tu viens de dire, mais je le dis plus compliqué. Je pense pas qu'il a eu la même liberté scénaristique qu'Avatar, par exemple. Scénaristique. Enfin, comment dire, dans ce qui est validé dans l'évolution des personnages. Tous les réalisateurs de DreamWorks sont restés dans DreamWorks. Ouais. Alors, je pense que je suis à moitié d'accord, parce que ils ont quand même la liberté de choisir leur scénario, parce que c'est des mecs qui ont presque fondé en même temps DreamWorks, parce que c'était les premiers à réaliser les films de DreamWorks. Là, le même, je sais plus comment il s'appelle le réalisateur, mais il a commencé avec DreamWorks, donc c'est quand même un fondateur, donc il a quand même le choix un peu. Il a quand même le choix de faire son scénario, quoi. Mais James Cameron a plus le choix, mais il a pas un cahier des charges, quoi. Il faut pas abuser. Peut-être un élément intéressant aussi, c'était le regard entre le Chapoté et la mort. Au début, tu vois, il ne pouvait pas regarder dans ses yeux, et c'est là où il est parti, le Chapoté. Mais à la fin, tu vois, c'était son regard. Il avait retrouvé la force mentale. Tu fais bien de souligner le regard, parce que, ouais. Je pense que c'est ça le principe pourquoi ils ont choisi un loup, à cause de ses yeux. Non, en vrai c'est beaucoup plus simple que ça, c'est juste que dans les contes originels, le loup est toujours le méchant. Donc c'est un animal qui par définition dans l'imaginaire collectif est malicieux, et imposant en plus. Tu vois, l'ours par exemple, l'ours ça fait penser à une masse volumineuse mais qui est à la fois un espèce de pâte à pouf, tu vois. Un loup non, t'as un museau qui est très fin, qui est très ciselé, donc ça fait beaucoup plus penser à quelque chose de rusé. Ouais. Bah, au niveau des regards, t'as dit un truc intéressant, Christian, c'est parce que sur ce point-là, faut savoir que très subtilement, il y a des jeux de regard que tu ne vois même pas quand tu regardes le film comme ça, de la première fois, il faut le revoir. En fait, il faut savoir que dans le bar, il y a un moment précis où, avant même que le loup ne tourne la tête, si vous regardez le verre, en fait, vous voyez que le verre qu'il tient dans la main, le loup est en train de regarder le Chapoté à travers son reflet dans le verre. Ce qui, encore une fois, met en avant le fait que le loup regarde tout le temps le Chapoté, même quand celui-ci ne sait pas qu'il est là. Tu vois, c'est que ça, c'était très finement joué de la part, au niveau de la mise en scène. C'est très bien pensé. C'est comment t'as remarqué ça, t'as vu 2 fois? J'ai regardé ce que pensaient les gens du film et si j'avais loupé certaines choses, parce que je me disais que, par exemple, le fait que le loup apparaisse à des moments où on l'avait même pas encore vu dans le film. À partir du moment où il y avait effectivement des scènes de ce style, je me suis dit, ça doit pas être la seule chose qui est cachée, tu vois. Il doit y avoir des petites scènes. Du coup, je me suis renseigné simplement. Ouais, c'est la mort, elle voit tout. C'est ça, la mort a toujours un coup d'avance. Ah bah sur l'aspect tactique, elle gagnera toujours. Logique. En fait, moi je pense que quand même, la mort est censée d'avoir un peu d'émotion. Moi je veux dire ça. Parce que sinon, pourquoi elle fait tout ça, tu vois? Elle est pas... Enfin, justement, elle devrait pas. Pourquoi faire chier pour tester Chapoté? Pourquoi juste pas attendre jusqu'à il crève? Pourquoi il faut se concerner à sa vie? Bah, elle devrait pas être émotionnelle, elle devrait être valeureuse, tu vois. Parce que le problème dans ce film, c'est le fait que la mort apparaisse physiquement pour se faire justice elle-même. Ça, c'est un peu quelque chose qui est critiquable. Mais c'est que lui, tu vois, à qui la mort a fait ça. Mais peu importe. Le fait qu'elle le fasse, c'est déjà un problème. Maintenant, le problème, c'est que émotionnellement, toutes les phases émotionnelles de la mort détruisent l'antagoniste. Dans le sens où ça grignote un peu de son charisme. Ce qui est un peu dommage quand t'as un personnage qui joue tout sur le charisme. Maintenant, je sais pas. C'est vrai que la mort, on pourrait dire que le fait que la mort veuille remettre en cause les valeurs du Chapoté pour lui montrer que la vie c'est important, je suis pas sûr que ce soit émotionnel. C'est plutôt un côté philosophique. Pour débuter l'histoire, il faut que la mort ait la volonté de faire ça. Il faut avoir un peu d'émotion. On peut pas vraiment dire que le mort est extrêmement émotionnel en même temps. Bah, la mort c'est quelque chose d'inévitable, donc c'est censé être entre guillemets immortel. Donc pourquoi a-t-il des émotions? En même temps, pourquoi pas? Face à un chat qui se croit être une légende en pensant être immortel. Mais après, cette notion de 9 vies, ça n'a jamais été abordé dans tout l'univers Shrek ou même le premier film. Est-ce que ça faisait partie de la cassure avec le 1? Non, mais il a super bien abordé au début. Dans le 1, on voit pas mourir. Et là, après, il l'aborde comme une... Ce qui est bien, c'est qu'en fait, il arrive bien à faire la transition entre le 1 et le 2. Il arrive à nous raconter l'histoire, ce qui s'est passé entre le 1 et 2, juste en 9 morts. Il arrive à raconter ça, en fait. Il arrive super bien à raconter ça, et en fait, il a pas besoin de montrer de mort, vu que dans le 1, il meurt pas. Et en même temps, le mythe des 9 vies, on sait très bien, c'est le chat. Du coup, c'est super bien fait. Ça, ce côté un peu précis encore de fantastique, un peu comme ça. Et en même temps, bah, t'as encore ce truc adulte et tout. Ce film d'animation. Je trouve ça génial. La notion des 9 vies, ça me rappelle une série de livres, La guerre des clans, où les chefs des tribus ont 9 vies. Ça me rappelle ça.
Il y a un internaute qui dit que esthétiquement c'était très laid. Vous en pensez quoi? Mais je pense qu'il y en a qui kiffent pas en fait le changement de dessin à chaque fois, 2D, 3D ou des trucs comme ça. Je pense, et je comprends, c'est compliqué de. En fait, il y en a qui sont encore dans le truc vieux, parce que là, les anciens Shrek, tu peux pas dire, mais c'est un peu laid, c'est un peu mal vieilli. De 2001, ouais. Pour moi, ça a bien vieilli. Tu regardes le chapeauté dans les années 2000, là où je pense Shrek, il est horrible. Ça passe, ça passe. J'ai pas fait attention. En tout cas, par rapport à celui-là de maintenant, ça n'a rien à voir. Et il y en a, je pense pas qui aiment ce côté animation 2D, 3D, ça fait un peu confus. Ou est-ce qu'il trouve que c'est laid parce qu'il a vu que dans certaines scènes, vu que c'est un autre graphisme, il y a moins d'images par seconde? Est-ce qu'il considère ça comme laid? Ouais, c'est ça aussi. En parlant de ça, c'est pas une erreur de diffusion ça? C'est vraiment volontaire? Je pense que c'est volontaire. Ouais. Parce que ça par contre c'est critiquable. Parce que ça je trouve ça très con d'avoir choisi ça. Parce que ça rend juste les scènes... ça casse le rythme en fait. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Est-ce que tu l'as vu franchement dans les scènes, toi? Bah oui. Attends, quand j'ai vu que ça saccadait, j'ai dit mais c'est mal fait. En fait t'as pas l'impression que c'est volontaire, t'as juste l'impression que c'est mal fait. Je pense pas que c'est maîtrisé à 100% encore. Le premier film à avoir fait, c'est Spider-Man, le New Generation, qui a essayé ce truc un peu de changer, ce truc d'esthétique et de changer parfois, de passer, ouais, comme les images par seconde, là, à chaque fois, et de faire du 2D, 3D, un peu genre du dessin, comme on dirait du coloriage, et en même temps faire du 3D derrière. Et en fait, je pense que c'est pas encore maîtrisé à 100%. Et Chapeauté est l'un des fondateurs à faire ça. C'est pas Into the Spider-Verse, comme Spider-Man? Si, c'est celui-là, je crois. Mais il s'appelle New Generation en français. Oh, il change tout. Pour le Spider-Man, ils ont fait exprès parce que c'était censé te faire penser aux comics. Ouais, voilà, tu vois. Et ils voulaient faire pareil, Chapeauté. Moi, je me supposais que peut-être ils ont fait exprès pour faire croire que c'est une conte qu'on est en train de lire. Les combats sont dessinés. Mais en fait, c'était aussi mal fait. Bah, en fait, ça mettait beaucoup de dynamisme. Moi, j'aimais bien. Pour chaque scène où ils ont fait ça, ajoute encore 20 images, ça devait aller mieux. Parce que c'était beaucoup trop... L'effet était beaucoup trop fort, c'est tout. Ouais, je suis d'accord. Et on dirait que parfois ça buguait en fait. Oui voilà. Et ça met du dynamisme, mais oui, il manque parfois un peu de trucs. Peut-être du temps, je sais pas combien de temps ils ont fait. Ça met du dynamisme. Tu vois, à un moment, la scène où il va chercher son lait là, il recourt et il tombe, et il va affronter le géant. Il commençait à taper contre les murs, il prend du lait, comme on dirait du Red Bull là, il recourt et il attaque le gros truc du clocher. T'as vraiment ce punch et tout, genre vraiment c'est génial, avec le dessin et tout. A contrario, il y a aussi une scène avec le géant où le géant est très fluide. D'un seul coup, il devient saccadé et le plan d'après, il redevient fluide où c'est extrêmement bizarre. Voilà, c'est exactement cette scène. Mais genre au début de la scène, quand il court et tout, c'est génial. Moi, j'ai bien aimé. Mais c'est vrai que cool. quand on voit le géant, bon, en fait, c'est bien dessiné, mais parfois on dirait qu'il manque 20 images. Ah oui, la maison de retraite, vous pensez quoi de ça, cet élément? Ah oui, il devient barbu? Où il se conforme avec les autres chats? Il en a plus rien à foutre. Tu vois, c'est des éléments comme ça qui font vraiment pour les adultes, ça. Ouais. Les enfants, ils vont jamais comprendre, mais c'est cette dépression où tu sais pas quoi faire avec ta vie et tout ça. C'est un truc classique de DreamWorks, ils ont fait aussi pour les Shrek. Ouais, c'est cool. Moi, j'ai trouvé ça cool. Moi, j'ai pas vraiment trop aimé le chien. Ouais, moi non plus. Je le trouve insupportable. Ouais. Dans sa naïveté. Non, mais... Il était trop naïf, tu vois, aussi, ouais. Tu vois, ça, c'est un truc genre Mais pour pas enfants. pour ça. Je pense que les enfants, ils ont kiffé. Non, c'est de l'humour américain, ça. C'est ce qui apparaît dans, par exemple, un film. Un exemple, Murder Mystery sur Netflix. C'est le même humour que, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un truc qu'adorent les Américains. C'est un humour où c'est un personnage qui parle beaucoup. Qui parle beaucoup pour rien dire et qui parle de choses hors contexte. C'est vraiment ce chien. Il parle trop. Comme tu as dans la plupart des films Netflix américains. Mon avis, c'est le clown, tu vois, c'est le... Mais c'est insupportable. Genre, c'est juste un personnage qui parle beaucoup, il casse la tête. Mais il y a des gens qui trouvent ça drôle. Pendant toute la film, il était juste présent, tu vois, il a pas vraiment... Voilà, c'est ça. Et ils sont obligés de le faire dans l'adaptation française. Je sais pas s'ils ont changé un peu le texte pour que ce soit moins répétitif, vu qu'il parle beaucoup à certains instants. Aussi, c'est un personnage qui n'a pas évolué avec la film. Ah, mais c'était prédestiné qu'il changerait pas. C'est dommage. Non, il aurait dû changer comment alors? Qu'il devient moins con à la fin. Littéralement ça, je pense. Vu qu'ils squattent avec eux, tu vois, les voleurs professionnels, qu'ils ont vécu plein de choses, tu vois, eux ils vont apprendre comment la vie fonctionne, tu vois, et expliquer que, en fait, ton passé était éclaté, évolue un peu quand même. Ce personnage a pu vraiment être écrit d'une manière que il était naïf, il a rien compris de comment il était maltraité. Après, il se rend compte qu'il était très maltraité, mais il ne change pas quand même, et il explique aux autres pourquoi il ne change pas. Tu vois, ça c'était un truc qu'ils ont pu faire,
déjà, ça s'ajoute bien dans l'histoire. Il voit la vie en Ouais, rose, non. c'est super. Et c'est pour enfants, même si tu dis, ouais, c'est le cliché de l'américain, oui, des trucs américains, ok. Mais pour les enfants, c'est peut-être leur personnage préféré maintenant. Après, il va peut-être pas leur marquer comme d'autres films, mais ça va être le personnage préféré parce qu'il est naïf et il voit la vie en rose, comme tout enfant, tu vois. Il faut forcément un personnage qui est un peu enfant, parce que à côté, t'as Chapeauté et, je sais plus son prénom à l'autre là. Voilà, Kitty. Et du coup, bah, t'as deux personnages assez adultes. Et du coup, bah, il faut forcément un petit personnage qui soit un peu enfant. Faut pas qu'on part vraiment sur quelque chose de très dramatique, tu vois. Non, mais il peut rester enfant. Mais du coup, les enfants vont adhérer à l'humour américain. Ah, mais moi, j'adhère pas à l'humour américain. Je dis juste qu'il le faut un peu pour l'enfant. Ouais, donc ils vont l'adhérer indirectement, sans savoir que ça vient d'Amérique, cet humour. Non, parce que l'enfant, il va forcément être... Attends, t'imagines, il est tout le temps avec Kitty et Chapeauté qui sont complètement en train de se séparer et tout. Et t'as pas ce personnage entre les deux qui arrive encore, en fait, à rester ensemble, à les garder ensemble et avoir une part de logique, tu vois. Mais t'es pas obligé de le rendre chiant. Là, il casse les couilles. C'est que tu peux faire un personnage qui est naïf, mais il parle trop. Tu sens comment je suis énervé. Pendant 1h40, on a dû supporter ce chien de merde. Moi, ça me va qu'il soit naïf, mais le truc, oui... Non, mais il a le droit d'être naïf. Exactement, il a le droit. Mais il parle trop. En fait, le truc, c'est que c'est bien qu'il soit naïf parce qu'il le faut, mais c'est vrai qu'il aurait dû devenir moins con à la fin. Mais même pas con, parce qu'il peut être con. Mais il parle trop, genre c'est un personnage qui est lourd. Et il est pas seulement lourd pour le chapeauter, il est aussi lourd pour le spectateur. Du coup, c'est pas agréable. Je sais pas, son œil, il aurait pas pu exploser Ouais, bon, ça... Non, mais c'est pour ça que j'ai proposé que ça sera beaucoup mieux si, tu vois, il est lourd peut-être en début, mais à la fin, au milieu du film, tu vois qu'il est en train de se évaluer, se améliorer, et après, c'est un soulagement, voilà, tu te sens bien, enfin, le mec, il est plus con. En parlant d'explosion, Fiona fait exploser un oiseau dans le 1, donc bon... Ah, mais ça, c'est cool. Je sais pas, ils auraient pu le faire ça sur le chihuahua, quoi. Oh putain de merde. Ils ont dû balancer le chihuahua. À un moment, j'ai vraiment espéré qu'ils vont abandonner le chihuahua. Non, mais il y a un truc, c'est vrai, dans la facilité scénaristique un peu, c'est qu'il y en a un peu beaucoup. Par exemple, quand il va chercher le bâton, oh, c'est très con. Oui, non, c'est de la merde. Très grosse facilité scénaristique. Bah après, il est naïf. C'est vrai qu'ils l'ont mis en avant, il est naïf. Donc en vrai, bon. C'était prévisible, il était tellement con, voilà, on le savait déjà. Chapeauté, il lance un bâton, mais genre par hasard, genre vraiment, il le jette dans cette direction. Depuis quand? Mais genre, le chien, il saute dessus, je trouve. Ok, il est naïf, mais à ce point-là, d'être aussi con. Bah c'est un chien, quoi. Après, dans les cartoons, c'est vrai que souvent les chiens, ils ont ce réflexe-là. Même les chiens qui parlent, c'est pas la première fois que tu leur lances un bâton, c'est mis en avant comme si c'était une faille. Tu vois, en mode, ils vont quand même courir après. Et il est quand même assez con de ne pas comprendre que ses potes, ils ont essayé de le tuer. Bah par exemple, le belge, un exemple très simple, c'est Zootopie. Dans Zootopie, les loups, il suffit que tu simules un hurlement pour que tous les loups se mettent à hurler sans qu'ils en aient la volonté, c'est comme un réflexe primitif. Bah là c'est pareil, avec le bâton, je pense qu'ils ont voulu faire ça en mode il peut pas s'en empêcher, même si c'est illogique. Arrête d'essayer de justifier, c'était quand même facilité scénaristique. Vu comment c'est mis en scène, oui et non, enfin le fait que les méchants arrivent, c'est une facilité scénaristique. Maintenant, le fait que lui, en tant que tel, court après le bâton, bof, parce qu'il est très con à la base. Il fallait forcément un problème. Oui, un élément déclencheur, évidemment. Voilà, un élément déclencheur, voilà. Non, c'est pas l'élément déclencheur, je sais pas si c'est le mot, ça. Bah, tu peux quand même dire déclencheur pour cet événement-là. En tout cas, pour la suite des événements, espérons une évolution logique de ces personnages pour une durée fort lointaine.